Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. La construction des pyramides d'Égypte déchaîne les passions depuis longtemps et les théories se succèdent d'année en année. Les pyramides seraient selon certains l'œuvre d'extraterrestres ou pour d'autres les vestiges de la civilisation atlante. Des chercheurs y voient des centrales électriques ou même encore l'avertissement d'un futur déluge. Tout le monde se souvient de la révélation des pyramides, un documentaire qui avait défrayé la chronique. Mais lors d'une bataille d'ego, l'équipe s'est dissoute devant une production inachevée, laissant ainsi le public sur sa faim. Le 28 septembre prochain aura lieu sur Paris la sortie d'un long métrage d'une durée approximative de 2h45, consacré au grand mystère des pyramides. Et l'auteur nous promet du lourd. Le réalisateur Femi Krasniqi m'autorise à diffuser un extrait de son film Grande Pyramide K 2019. Et je vous invite à découvrir cette personne sur la chaîne Nurea TV. Femi Krasniqi a lancé un appel. Il aimerait qu'on l'aide à promouvoir son film. Et c'est avec plaisir que je lui apporte mon soutien. Je relaye l'information sans prendre parti, car je n'ai pas vu le documentaire. Mais chacun pourra se forger une opinion le moment venu. Bonjour, cette vidéo c'est pour Monsieur David Tellier de la chaîne Édition Fractale. Donc je lui autorise de diffuser les vidéos qui sont sorties chez Nurea TV. Faute d'explications rationnelles et cohérentes, nous avons aujourd'hui toutes sortes de théories, les unes plus déroutantes que les autres, et toujours sans preuve. C'est le cas de ce documentaire et de beaucoup d'autres. Les documentaires laissent comprendre qu'il s'agit soit d'extraterrestres qui ont bâti les pyramides, soit une civilisation disparue, les Atlantes, ou bien les deux ensemble, main dans la main. Ils vivaient sur Terre et avaient assimilé une grande connaissance technologique. Suite aux changements climatiques brutaux ou à une catastrophe naturelle, les Atlantes et l'Atlantide ont disparu il y a 10 000 ans sans laisser de traces. Bref, les seules traces qu'ils aient laissées, ce sont les pyramides. Ensuite, les Égyptiens arrivent, trouvent ça très beau et décident de les entretenir. Une théorie très logique, puisque pour couper le granit, il faut une machine comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'il faut de l'électricité, une centrale électrique, des machines en acier, des ingénieurs, des écoles et des universités. Bref, 5000 ans d'évolution technique et scientifique. Concernant les constructions des pyramides, ils n'avancent aucune explication scientifique. Ils sont tous unanimement d'accord. Ce ne sont pas des tombes. Selon eux, les Atlantes, ou des bâtisseurs anciens inconnus, ont coupé ces pierres avec des machines puis ont construit tout ce qu'ils voulaient. Ensuite, ils ont légué ces machines aux Égyptiens, qui les ont utilisées pour faire des statues et pour graver les batailles, mariages, naissances, etc. en hiéroglyphes. Enfin, les Égyptiens ont détruit tous ces outils sans laisser de traces. Après avoir construit les pyramides, les Atlantes ont confié le ménage et l'entretien aux Égyptiens. Certains pensent que la pyramide était un instrument hydraulique, mais on ne sait pas dans quel but. Pour d'autres, la pyramide serait un récepteur-émetteur pour se connecter avec d'autres univers et le sarcophage pour allonger la vie. On se couchait dans le sarcophage et hop, quelques heures plus tard, on avait rechargé 100 ans de plus. Pour Chris Dunn, la pyramide de Khéops serait une centrale énergétique utilisant des ondes et des résonances magnétiques, des systèmes antigravitationnels. Affirmation appuyée avec de nombreuses conférences, des présentations et des voyages dans le monde. Dans cette nébuleuse, les artistes ont aussi leur mot à dire, en épaississant toujours plus le mystère. Mais les extraterrestres et les Atlantes n'ont laissé ni traces ni matériaux. Pas de fer, ni d'acier, pas de cristal, ni de plastique, pas de métaux ou de matériaux composites. Que des pierres. Bizarre, non? On attend toujours de voir les extraterrestres sur les grandes chaînes du journal de 20 heures filmées en HD. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de civilisation ultra développée ou d'extraterrestres antérieurs aux Égyptiens. Bref, une mixture incroyable, on n'y comprend plus rien. Une dernière pour la route. Si on divise la largeur de la pyramide par la moitié de la hauteur, on obtient pi 3,14. On trouve également le nombre d'or et le pi dans la chambre du roi.
Les faits sont là et tout le monde peut le vérifier sur place ou avec des documents officiels. Ces 2 chiffres et beaucoup d'autres sont des constantes universelles. Les constantes universelles sont les frontières infranchissables de notre réalité, un peu comme les règles d'un jeu. Officiellement, le pi est découvert par Archimède vers 287 avant Jésus-Christ. C'est du simple hasard, crient les égyptologues. C'est voulu, s'entête Jacques Grimaud. Rainer Stadelmann trouve un pyramidion à Dachour qui mesure 100 cm de hauteur. Les égyptologues sont unanimes, c'est du hasard là aussi. Donc l'unité métrique, on la retrouve sur la Grande Pyramide, notamment dans la chambre haute. Il y avait une publication en 1952 du docteur Funk-Ellet qui avait proposé que la Grande Pyramide, qui avait une chambre haute qui était un double carré au sol, avait un périmètre de 60 coudées ou de 10 fois le nombre pi en mètres. Donc ça, c'est la première fois que l'unité métrique a été proposée comme mesure employée par les Égyptiens, en plus de la coudée royale. Tout le monde est d'accord sans exception sur une chose. Pas de cheval, le bois était rare, pas de roues, pas de fer, ni de mathématiques. Bref, l'Égypte était au stade post-primitif. Les humains viennent de sortir de l'âge de pierre et ils se mettent à construire des pyramides phénoménales avec des propriétés mathématiques et non pas une, mais une centaine. Des pyramides complexes, sans explication crédible sur leur construction. Des obélisques granitiques gigantesques en un seul morceau avec des hiéroglyphes parfaitement gravés. Des temples imposants. Des murs à la conception compliquée. De la poterie à couper le souffle en durite, basalte, granit, impossible à tailler avec les machines les plus sophistiquées. Des statues monumentales en granit, quartz, schiste, les matériaux les plus durs. Des mathématiques et une géométrie de haut niveau comme par hasard. Alors, qui l'a construite et comment? Les Égyptiens? Les extraterrestres? Les Atlantes? Les extraterrestres associés avec les humains? Y a-t-il une évolution linéaire et graduelle de l'humanité ou un zigzag? À qui le trophée? Une question et 2 réponses. Comment construit-on une pyramide? Si vous savez comment, vous savez qui. Quand on cherche la vérité, parfois on fait un grand détour et au final, on s'aperçoit qu'on était juste à côté. Un seul mur fin nous en séparait. Au lieu de regarder les cieux, de scruter les étoiles et de fantasmer sur des extraterrestres, il fallait tout simplement regarder en bas, juste sous nos pieds, au sol. C'est ce qu'a fait Joseph Davidovits, un minéralogiste et égyptologue laissé dans l'ombre. En fait, c'est une question de chimie et de minerais. Voici un coffrage simple en bois. On mélange du calcaire friable avec de l'argile blanche appelée kaolin. On dissout de la soude caustique dans l'eau. On mélange le tout ensemble avec un peu d'eau. Ça donne une sorte de pâte. On la verse dans le coffrage. Quelques heures plus tard, la pâte commence à durcir. Les minerais se lient entre eux grâce à la réaction chimique, ce qui, au bout de 30 jours, donne une vraie pierre blanche, dure comme le parement de la pyramide. C'est le premier béton de l'humanité. Aujourd'hui, le béton est un matériau quelconque, vulgaire, mais à cette époque, ce mélange était noble et coûteux. Le carbonate de sodium vient du natron, une région d'Égypte. D'où le symbole en chimie du sodium Na pour natron. La chaux est faite en calcinant la pierre de calcaire. Quand on mélange la chaux avec le carbonate de sodium, ça donne de la soude caustique. L'argile kaolin est naturellement intégrée dans le calcaire en Égypte. Ce calcaire argileux est abondant, il y en a des millions de mètres cubes. Le tout est mélangé avec de l'eau et versé dans les coffrages en bois. C'est ainsi que les Égyptiens vont réaliser toutes les pierres. Joseph Davidovits a fait cette découverte en 1989. À l'époque, il suppose que les pierres sont moulées et coulées sur place et non taillées. Il appellera ce procédé géopolymère. Le principe est le même que celui du béton d'aujourd'hui. Le ciment moderne est fait d'argile calcinée à 1450 degrés. Mélangé à de l'eau et à des gravats, cela donne du béton. Les anciens utiliseront le natron et la chaux à la place du ciment moderne. Ce mélange de natron, de chaux, d'argile et de calcaire à température ambiante et à ciel ouvert donne le même résultat que le béton moderne. Il s'agit de béton géopolymère. Des milliers de preuves l'attestent. La pyramide rhomboïdale semble sortir du moule. La qualité du béton est excellente. Il interprète de manière différente la traduction officielle des textes des colosses de même nom. Ils ont construit comme ils faisaient leur pain, avec beaucoup d'amour. Le matériel est un mélange chimique de pâtes siliceuses très complexe.
La théorie de Joseph Davidovits a été réfutée et jetée aux oubliettes pour faute de preuves scientifiques. Des années plus tard, il amènera les preuves avec des analyses chimiques. Même avec des analyses très poussées, la différence chimique entre une pierre coulée, artificielle et une pierre naturelle est quasi imperceptible. Le résultat est le même et c'est pour cette raison que les géologues n'ont rien vu. Ils laissent encore place au débat, mais les égyptologues ne sont toujours pas convaincus. Il semble plutôt qu'ils ne veulent pas être convaincus. En 2006, l'administration égyptienne a fait une déclaration officielle. Les pierres ne sont pas du béton. Affaire classée officiellement. Mais ce n'est pas une simple déclaration qui peut transformer physiquement la pyramide de béton en pierre taillée. Davidovits fournit des résultats d'analyse paléomagnétique. Chaque pierre dans la nature au moment de sa formation est magnétisée par la Terre. C'est-à-dire que chaque pierre a un or, comme une boussole. Toutes les pierres de la pyramide ont un or magnétique unique et non aléatoire. Ce sont des analyses chimiques réalisées au microscope par Davidovits, des preuves, mais elles ne sont pas suffisantes pour convaincre le public. Avons-nous d'autres preuves plus convaincantes pour le public, hormis les analyses chimiques et aux rayons X ? Donc voici une pierre naturelle qu'on trouve un petit peu partout dans la nature et voici notre morceau de bois. Dans la nature, on trouve toujours le bois qui pousse à côté de la pierre. Et voici la preuve. Et donc voici une pierre que j'ai coulée avec la formule de Joseph Davidovits. Et avant que la pierre sèche, j'ai mis un morceau de bois. Et ce morceau de bois, elle restera ici coincée définitivement. Dans la pyramide de Médum, à 70 km plus bas du plateau de Gizeh et de la Grande Pyramide, au cœur de la pyramide, on trouve une pierre de 2 tonnes environ. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a un morceau de bois qui est incrusté là pour l'éternité. Ce morceau de bois, il est là depuis 4500 ans. Mais peut-être que les Égyptiens ont tout simplement creusé un trou, puis incrusté le tronc? Non, ce n'est pas possible parce que la pierre épouse parfaitement la poutre. Entre la pierre et le bois, il n'y a pas de mortier. Entre la pierre et le morceau de bois, il n'y a pas d'espace même pour incruster une épingle. Bien sûr, il ne faut pas se fier uniquement à une photo. Nous nous sommes rendus à la pyramide de Médoum. L'histoire de l'Égypte est suspendue à cette poutre. Tout le monde peut se rendre sur place, la voir et la toucher. Et quand on sait couler une pierre de manière béton, on va faire une deuxième, on va faire une troisième, on va faire des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de blocs. Et ainsi, on pourra construire
toute une pyramide. Les énormes pierres de la pyramide de Képhren sont faites sur place avec du béton de calcaire coulé dans de longs coffrages. Il est inconcevable de transporter cette pierre. Savez-vous combien de pierres de cette taille y a-t-il? Des centaines. Il est inimaginable qu'elles aient été transportées et taillées. Elles ont bien été coulées ainsi. Dans le temple de la vallée de Képhren, on observe des blocs de calcaire de 300 à 400 tonnes. La chambre de la pyramide de Mykérinos est faite d'un seul bloc, environ 600 tonnes. On voit très bien l'emplacement des poutres de construction laissées quand le béton était encore frais. D'ailleurs, que fait ce morceau de bois dans la pierre? Mais remontons quelques années en arrière. Encore un peu plus loin, quand les Égyptiens s'installèrent sur les bords du Nil. Bien avant, ils découvrent la numérotation. Ils partent du simple principe de 1 à 10 en comptant les doigts de la main. Ensuite, ils comptent les doigts des pieds, plus 10, et ainsi s'approprient la numérotation 10 par 10 par 10. C'est le même système que l'on utilise de nos jours. Après le langage, la numérotation est la deuxième chose que l'humanité a apprise, bien avant l'écriture. La numérotation par 10 est pour les humains la première porte d'entrée de la compréhension scientifique de l'environnement. C'est une sorte de pont entre le primitif et l'intelligence. Les Égyptiens observent que l'année est faite de 365 jours plus 1. Ils la découpent en 3 saisons de 4 mois, donc 12 mois. Les saisons s'appelaient inondation, germination et récolte. Au fil des années, ils observaient un phénomène étrange. Chaque année en été, durant une journée précise, le 14 juillet, une étoile, la plus brillante, se levait avec le soleil et quelques minutes plus tard, elle disparaissait dans la lumière. Le même jour, le Nil inondait les champs. Les crues étaient fertiles, indispensables à la vie pour produire la nourriture. Les Égyptiens ont divinisé cette étoile et l'ont appelée Sobdé ou Septi. C'est l'étoile qui annonçait les crues du Nil. Aujourd'hui, on l'appelle Sirius. Ce phénomène s'appelle la levée helladique du Sirius. C'est le premier jour de l'année égyptienne. S'ensuivaient 5 jours de fête. Le Nil apportait le limon indispensable aux cultures. C'est pour cette raison que cette étoile était sacrée pour eux. Les terres étaient inondées pendant 3 à 4 mois consécutifs. Le travail dans les champs s'arrêtait, alors les Égyptiens remontaient dans les collines pour avoir les pieds au sec. Voilà, c'était parti pour 3 mois de vacances. Et ce fut ainsi pendant des milliers d'années, année après année. Cet épisode est occulté et n'est pas expliqué par les égyptologues. Ils ne parlent pas du tout des crues du Nil. Un esprit naïf se demande tout de suite, mais que faisaient-ils pendant 3 à 4 mois s'ils ne pouvaient pas cultiver les champs? Les Égyptiens vont faire 3 choses durant ces 3 à 4 mois de vacances. Observer, mesurer et tout noter. Dès le retour du Nil dans son lit, un gros problème avait surgi. Les limitations des champs avaient disparu. Il fallait alors retracer les limites des champs de chaque paysan et commencer à semer au plus vite. Et il fallait les retracer correctement pour éviter les disputes. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Il leur fallait aussi une unité de mesure pour bien délimiter les parcelles. C'est bien de faire de la géométrie, mais il faut mesurer les lignes. Ils pensent au pied du roi. La longueur du pied du roi peut être utilisée comme étalon. Cet étalon sera multiplié et distribué dans tout le royaume. Ils essayèrent les pieds, les bras, les jambes, les coudes du roi